Bonjour, nous sommes mardi le 27 octobre. Aujourd'hui, au cours 412 BEY, présentation multimédia et soutien technique, on va voir l'insertion ainsi que la gestion d'images dans WordPress. On va voir un rappel sur comment travailler avec les images dans HTML, comment les transformer en figures et comment faire la mise en forme à nos images dans HTML et CSS. Puis finalement, on va voir l'insertion de vidéos et d'audio autant sur une page HTML à la main que dans WordPress. Si on a le temps de tout voir ça, je vais être content. Si jamais il y a des éléments qu'on n'a pas le temps de voir, on verra de quelle façon on va s'y prendre pour la suite. Donc, à voir aujourd'hui, premièrement, l'examen 1, suivi et correction. Je vais vous faire un petit suivi là-dessus. On va voir l'insertion d'images avec HTML. Donc, je vais faire un rappel. On a déjà vu notre élément IMG avec l'attribut SRC, puis l'attribut alt. On va voir un peu où on s'en va avec ça. Après ça, on va voir l'insertion et la mise en forme de figures. On a vu l'élément figure et l'élément fig caption. Je voudrais vous montrer comment on peut faire pour faire de la mise en forme qui va faire en sorte que nos sites peuvent être plus intéressants et plus attrayants visuellement. On va s'amuser un petit peu avec Google Fonts très rapidement. On n'ira pas très, très loin. En gros, ce que je vais faire, c'est qu'avec notre exercice sur les figures, on va se créer des espèces de petites photos Polaroid. Puis dans le bas de notre photo Polaroid, notre légende, notre fig caption, on va venir l'écrire, puis on va faire comme si on avait écrit ça à la main. Fait que ça va être le fun. Je pense que ça va mettre un peu de piquant, puis ça va vous permettre de voir de quelle façon vous pouvez utiliser Google Fonts pour enrichir vos sites, faire en sorte que les titres de vos sites soient de manière générale, tous les H1, 2, 3, ou des titres de certaines sections ou d'une section en particulier puissent être plus attrayants, plus intéressants. Ensuite, on va voir l'insertion et la gestion d'images dans WordPress. Donc, ce qu'on va avoir fait avec HTML à la main, on va voir de quelle façon ça se répercute dans WordPress ou de quelle façon on fait ça dans WordPress. On va voir ensuite l'insertion d'une vidéo ou d'audio en HTML. C'est très rapide, c'est très facile à faire. Puis, une fois que vous allez l'avoir fait, je pense que ça va vous rassurer sur la possibilité que vous puissiez le faire n'importe quand à la main ou bien dans WordPress. Dans WordPress, c'est encore plus facile. On va pouvoir le voir. On va voir comment le faire. Je vais mettre la priorité sur WordPress. Puis ensuite, si on a le temps, on va faire SoundCloud. Il me restait un petit test à faire avec SoundCloud que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, si on se rend jusque-là, je vais faire le test live avec vous. On va voir comment ça se passe. Et si je n'ai pas le temps, de toute façon, on le reverra un petit peu plus tard. Puis le cours de vendredi, ça va être un cours sur le dessin vectoriel avec PowerPoint. C'est le cours en asynchrone que j'ai donné à mes étudiants de 412 Z21 vendredi il y a 2 semaines, donc le 9 octobre, je crois. Et vous allez avoir ce cours-là à faire vendredi et en fin de semaine pour pouvoir apprendre à dessiner avec vos formes vectorielles. Et l'objectif de tout ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais l'objectif de tout ça, c'est qu'on va se diriger vers la conception d'images à la une, la conception de chapeaux qui vont venir se placer au-dessus de nos articles et de nos pages pour faire en sorte que nos sites web soient plus attrayants pour nos visiteurs. Examen 1, suivi et correction. Donc, en gros, les examens ont tous été complétés dans les délais. Tout le monde, vous avez fini l'examen avant vendredi après-midi. Je pense même que vendredi midi, tout le monde avait fini, si je ne me trompe pas, ou tôt en après-midi. Donc, félicitations et merci beaucoup pour votre assiduité de ce côté-là. J'étais très content de voir que les 11 tentatives étaient faites et terminées vendredi après-midi. Vos résultats, vous allez les avoir bientôt, mais ils sont dépendants de ma correction de la partie pratique. Cependant, je peux déjà vous dire que vous avez très bien fait dans la partie théorique. Vraiment, je suis super content. On a plusieurs 18 sur 20 dans la partie théorique. On a quelques 19 sur 20. On a un ou deux 20 sur 20. Et me permettez-vous de féliciter en personne ou si je suis mieux de garder ça anonyme? Je ne veux pas créer de malaise, mais si vous voulez, je peux féliciter quelqu'un en personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça crée un malaise? Moi, ça me dérange pas. Moi non plus. Parfait, donc je le partage. Donc, on félicite tout le monde. Chloé, qui a eu 20 sur 20. Et si jamais, j'ai dit qu'on avait un ou deux 20 sur 20 dans la partie théorique, si jamais j'oublie la deuxième personne ou s'il y en avait vraiment deux, je vous le mentionnerai un petit peu plus tard. On fera une autre mention la semaine prochaine, tout simplement. Mais pour l'instant, je sais que vendredi, quand j'ai regardé les résultats, j'ai vu, Chloé, que tu avais eu tout bon dans la partie théorique. Donc, félicitations. J'étais vraiment super content. J'étais content pour toi. Puis, dans la partie pratique, vous faites très bien aussi. Je suis en train de travailler, de corriger la partie pratique et la correction va bon train. Vous avez des bons résultats, vous avez bien fait. Quand vous allez recevoir la correction, vous allez avoir dans les réponses, il va y avoir une partie de commentaires généraux, feedback général que ça s'appelle.
c'est pertinent pour vous toutes. Il y a toutes des améliorations que vous pouvez faire dans vos réponses ou dans vos démarches, dans vos démarches, pardon, ou dans ce que vous avez fait. Vous pouvez avoir 4 sur 4 dans une question en ayant des améliorations à faire, soit dit en passant. Ce n'est pas parce que je suggère une ou deux améliorations que vous n'avez pas 4 sur 4. Il y en a qui ont 3,6, 3,2 et ainsi de suite, donc 80-90% ou entre les deux, peu importe. Mais vous faites très, très bien à date. Pardon. Vous faites très, très bien à date. Et donc, le feedback général s'adresse à tout le monde. Puis après ça, des fois, je pointe des petites phrases individuelles pour chacune d'entre vous. Si vous avez un questionnement en lisant votre phrase personnelle, je ne rentre pas dans le détail, mais si vous avez un questionnement, allez voir le feedback général. Si ça répond à votre question, puis vous comprenez, vous faites le lien entre les deux, parfait. Puis si jamais vous vous posez des questions, vous dites, ben moi, le commentaire que j'ai qui est spécifique à moi, puis le général, je ne réussis pas trop à voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ou de quelle façon j'aurais pu avoir tous mes points ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à m'écrire, je vais pouvoir vous l'expliquer davantage à ce moment-là. Ou bien, puis mes commentaires vont toujours être vers l'amélioration quant à votre travail. Ce n'est pas tant les notes, comme vous le savez, que votre performance au travail, votre performance au bureau ou sur la ligne d'appel. Fait que de façon générale, là, je suis vraiment très content, ça a bien été, puis vous allez avoir vos notes dans les prochains jours, ça ne devrait pas trop tarder de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à l'examen 1? Votre sentiment était bon quand vous l'avez terminé? Oui. Parfait. Donc, je continue et j'enchaîne avec notre cours. Insertion d'images avec HTML. Je vais commencer par vous présenter un petit rappel pour l'insertion d'images parce qu'on a déjà vu notre élément IMG. Donc, je vais faire un rappel. Il y a des éléments que je vais écrire ici, je l'ai mis dans le rappel, mais qui sont nouveaux, vous n'avez pas nécessairement vu. Puis après cette diapositive-là, on va s'en aller dans codepen.io, puis on va aller faire un petit exercice ensemble pour pouvoir mieux saisir là, les particularités de l'insertion d'images dans HTML. Donc, l'élément IMG insère un espace réservé pour une image. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était un peu comme une feuille dans laquelle vous découperiez un carré. Puis vous venez placer la feuille sur une photo en réalité, puis c'est ce carré-là, on va voir une photo qui vient d'ailleurs. La photo va venir de votre serveur web la plupart du temps. Elle devrait venir de votre serveur web. Dans le cadre du cours, on pointe beaucoup vers des photos externes, mais c'est une pratique à éviter. On ne veut pas pointer vers des photos externes dans un vrai site web. On fait ça juste dans le cadre du cours pour apprendre facilement puis s'éviter d'avoir à télécharger des images puis tout ça. Mais dans un vrai site web, vous allez avoir un dossier images dans lequel vous allez déposer vos images puis vous allez mettre des liens relatifs vers vos images. Donc, avec le nom du répertoire, / le nom de l'image, ou bien / image, ou bien, bref, vos liens relatifs pour retrouver le chemin vers votre image. L'élément IMG n'a pas de balise de fermeture. Vous vous rappelez que, contrairement aux titres comme H1 à H6 ou aux paragraphes ou bien aux figures ou quoi que ce soit, il n'y a pas un / IMG. C'est seulement IMG, puis IMG découpe l'espèce de carré dans la page qu'on a besoin pour venir insérer notre image. Il y a des attributs clés aux images qui sont très importantes. Donc, les attributs, vous vous rappelez que les éléments HTML peuvent tous avoir des attributs à l'intérieur, okay, en plus de leur nom. Donc, juste à droite de leur nom, on peut mettre des attributs. Dans le cas des images, ben, l'attribut essentiel à côté duquel on ne peut pas passer, c'est l'attribut SRC pour source. Okay? La source de l'image va pointer. Et ça ici, c'en est un exemple où mon image est dans un dossier image / elle s'appelle logo.png, okay? Portable Network Graphics. Donc, ça, c'est son extension, c'est son type d'image. Alors, dans ce cas-ci, ça suppose que ma page HTML actuelle, okay, elle est à la racine de mon site web, donc probablement la page index.html de mon site. Puis, mon dossier image est au même niveau que la page, donc je rentre directement dedans. Si j'étais dans un répertoire comme produit ou service ou à propos, par exemple, je voulais m'en aller dans les images, il faudrait que je fasse point pour remonter à la racine, / image pour descendre dans le répertoire image, / le nom de l'image. Puis à ce moment-là, je vais toujours pointer vers la bonne image de cette façon-là. Donc ça, c'est mon attribut source. C'est l'attribut le plus important, c'est l'attribut essentiel. Sans lui, il n'y aurait pas d'image à l'écran. L'attribut alt est aussi important. C'est un attribut de texte. Donc, alt, c'est une description du contenu, sauf si l'image est décorative. C'est sûr que si j'ai une petite fioriture sur ma page ou une image, une fleur ou quelque chose comme ça qui est là strictement à des fins de décoration, je n'ai pas besoin de renseigner
mon attribut alt. En fait, ça pourrait même être agaçant pour quelqu'un qui utiliserait un lecteur d'écran de se faire lire une image, la description d'une image décorative. Ça pourrait être mélangeant. Alors, si c'est décoratif, on n'en met pas. Donc, 90% du temps, vous allez avoir besoin d'un attribut alt et on va décrire le contenu. Puis, essayez de faire comme si vous décriviez le contenu de l'image à une personne malvoyante. Okay? Si vous faites ça, vous allez être capable de bien parler au moteur de recherche. Dites-vous que vous êtes en train de parler au moteur de recherche Google. Donc, les mots-clés de votre page sont importants, les mots-clés de l'image sont importants et que ce soit vraiment descriptif de ce qui se passe dans l'image. Okay? Donc, ça, c'est les points importants à retenir pour notre attribut alt. Ensuite, on a un attribut height, hauteur, où on pourrait écrire height égale 400, par exemple, mais c'est préférable de faire ça dans CSS. Normalement, height puis width, on va voir width tantôt, on va éviter de les utiliser directement dans l'élément parce que ce que ça fait quand on fait ça, c'est qu'on est en train de mélanger ensemble du code HTML. En fait, on est en train de mélanger du contenu et de la mise en forme. Donc, pour éviter d'avoir du contenu et de la mise en forme dans la page en même temps, bien, on va normalement inclure les attributs dans CSS. Maintenant, j'aurais une lecture, moi, une mise à jour à faire de ce côté-là, parce que je sais qu'il y a un débat dans le design web en ce qui concerne l'importance de mettre les dimensions directement dans l'image pour préparer le navigateur ou préparer le carré à la bonne grosseur et ainsi de suite, comme préparer le pochoir vide, si vous voulez, puis pendant que la page se charge, bien le carré vide soit déjà présent aux bonnes dimensions et ainsi de suite. Je ne suis pas convaincu que ce soit encore pertinent aujourd'hui, surtout avec les connexions haute vitesse, tout ça. Donc, on pourrait le vérifier la pertinence d'avoir height et width dans l'image, dans l'élément image. Moi, personnellement, je ne les mets pas. Je mets vraiment source, alt, et ensuite, je m'occupe de la présentation de mes images avec CSS. Title, c'est une balise que je mets en rouge aussi parce que title va, dans les faits, on va le faire tout à l'heure, on va le pratiquer dans CodePen. Quand je mets title égale quelque chose, le texte qui est là-dedans, quand vous allez passer votre souris au-dessus de l'image, vous allez voir un petit rectangle jaune dans lequel il va y avoir une infobulle. Ça va être le texte que vous allez avoir écrit. Donc, parfois, ça peut être intéressant d'en mettre un, mais il faut faire attention avec cet attribut-là. Il ne faut pas y mettre du contenu qui est essentiel à la compréhension du site. Parce que, je vous donne un exemple bien précis et très, très fréquent. Il n'y a pas d'état hover, il n'y a pas d'état où je glisse ma souris au-dessus de quelque chose avec un téléphone mobile ou avec une tablette, avec un iPad. Donc, s'il n'y a pas d'état hover, ça veut dire que ma balise title ne sera pas vue par les personnes qui consultent mon site avec un téléphone mobile ou avec une tablette. Alors, à éviter ou à utiliser en sachant que ça s'adresse seulement aux gens qui sont sur un appareil, sur un ordinateur avec une souris et en sachant que l'information qui est là, elle n'est pas nécessaire. Si je ne la sais pas ou si je ne la vois pas, je ne perds rien. Si vous répondez à ces critères-là, vous pouvez utiliser title. Personnellement, je la trouve cool parce que j'aime ça voir apparaître une petite infobulle des fois au-dessus d'une image avec la souris, mais c'est un peu nerd de ma part, puis c'est pas vraiment requis. D'accord? Donc voilà, en ce qui concerne title. Width. Width, ben, c'est la même chose que height. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, on va mettre tout simplement la largeur de l'image ici, puis c'est préférable de le faire dans CSS, ça aussi. On aime mieux pas avoir ça dans l'élément HTML lui-même. Par défaut, les images sont des éléments en ligne. Okay? Vous avez vu à date ou vous allez voir dans les notes de cours qu'il y a des éléments de bloc et des éléments de ligne. Les éléments de bloc, pensez à Word, ça va vous aider. Quand vous faites un titre dans Word, si vous faites des titres, ils vont tous arriver un par-dessus l'autre. Titre 1, titre 2, titre 3, et ainsi de suite. Quand vous rentrez des paragraphes dans Word, c'est paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, ils embarquent un par-dessus l'autre. Donc, les blocs, ils s'empilent. Okay? Un par-dessus l'autre, pareil comme des boîtes ou des caisses. Les éléments de ligne, c'est comme des lettres ou les mots d'un paragraphe. Donc, ils se mettent en ligne, tout simplement. Puis quand il n'y a plus de place, ils reviennent à gauche, puis ils continuent. Ils reviennent à gauche, puis ils continuent. Ils reviennent à gauche, puis ils continuent. Donc, si j'insérais plusieurs petites images, bien, par défaut, ils vont se mettre en ligne, une à côté de l'autre, donc une à droite de l'autre. Et quand ils vont arriver à droite et qu'il n'y aura plus de place, la suivante va s'en venir en bas à gauche. Ça va faire un retour à la ligne, pareil comme un mot. OK? Et je vais avoir ma prochaine image et ainsi de suite. Puis si je rétrécis ma page, bien, je vais avoir mes images qui vont... Il va y en avoir moins en largeur, puis ça va augmenter en hauteur. On va le faire tout à l'heure dans CodePen. On va pouvoir le simuler si vous voulez. Ça va vous permettre de bien le concevoir.
Si je veux centrer une image seule dans la page, je ne peux pas faire quelque chose comme Text Align Center ou Image Center ou whatever. Il n'y a pas de truc comme ça qui existe dans HTML. Ce que vous devez faire, c'est d'abord de transformer votre image en élément de bloc, comme si c'était un paragraphe ou comme si c'était un titre, pour qu'elle soit considérée, pour qu'elle vienne s'empiler une par-dessus l'autre, si vous voulez. Et ensuite, on va utiliser le même truc qu'avec nos paragraphes et avec nos titres. On va dire margin auto, puis ça veut dire qu'il va faire un espace égal à gauche puis à droite. Puis de cette façon-là, je l'ai ici, excusez-moi. Donc, je vais lui dire image display block. Donc, quand je dis img display block, ce que ça va faire, c'est que au lieu d'être des éléments de ligne qui se mettent à droite un de l'autre, ils vont devenir des images qui s'empilent une par-dessus l'autre. Puis ensuite, quand je vais faire margin auto, ben, il va dire, OK, prends l'espace qui reste, divise-le en deux, mets-en la moitié à gauche, la moitié à droite. Ça va faire en sorte que ça va centrer l'image. Donc, ça ici, c'est la bonne façon pour centrer une image. Si elle n'est pas dans un autre élément ou quoi que ce soit, c'est la façon que vous allez la centrer sur une page si vous avez besoin de le faire. On la transforme en bloc, puis on lui met des marges automatiques. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Alors, lancez vos navigateurs. Dirigez-vous, s'il vous plaît, sur codepen.io. Et moi, j'y vais de ce pas. Je vais lancer une nouvelle fenêtre privée, CTRL majuscule P. Et je vais écrire tout simplement codepen.io. Et je vous attends ici pendant 15 ou 20 secondes. Est-ce que tout le monde est bien sur codepen.io en ce moment? Vous pouvez cliquer sur Start Coding. S'il y en a qui se sont créés un compte, et je vous encourage à vous créer un compte, il y a deux choses que je vous demande. Premièrement, profitez-en pour me suivre si vous le voulez. Mon adresse, c'est Marc-O, comme dans Marco. Donc, Marc-O. Suivez-moi, ajoutez-moi, allez voir ce que je fais un peu, puis ce que j'ajoute. Puis si vous me suivez, je vais vous suivre en retour. Et si vous préférez utiliser CodePen toujours de façon anonyme, vous pouvez faire. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas enregistrer vos CodePen. Donc, ce que vous faites, vous le perdez à chaque fois. Tandis que si vous créez un compte gratuit, à ce moment-là, vous allez pouvoir enregistrer. Puis, si jamais vous avez besoin, vous faites comment je fais pour centrer une image déjà? C'est où j'avais fait ça? Vous allez pouvoir retourner vers votre CodePen, puis vous allez y avoir accès très rapidement. Voilà. Donc, moi, je vais écrire ici image en HTML. Voilà. Et CSS. Pour mon titre, mais il va demeurer par capitaine anonyme parce que je ne vais pas travailler avec mon compte dans le cadre du cours ici. On a à date travaillé avec pixum.photo, pardon. Puis je vous ai mentionné, je crois, la semaine dernière, ou je l'ai peut-être mentionné justement dans la vidéo en 412Z21, j'ai mentionné qu'on allait voir un autre service qui nous permet d'avoir des images qui sont des images temporaires. Et ce service-là, c'est tout simplement placeholder.com. Si vous entrez placeholder.com, vous allez voir des images ici qui sont disponibles de différentes tailles. Et si vous faites un clic droit pour afficher l'image, vous allez voir l'adresse ici qui est https via placeholder.com 350 par 150. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça ici. Je l'amène tout de suite dans mon CodePen. Je vais faire une nouvelle chose. Donc, je vais vous attendre. Si vous êtes allé chercher votre adresse, je vais vous attendre pendant un instant. Pendant ce temps-là, je vais fermer mon JavaScript. Je rappelle à tout le monde, si vous avez vos volets en haut et votre page en bas, que vous pouvez le changer dans Change View ici. Vous faites juste Change View puis vous mettez dans ce mode-là pour pouvoir avoir vos volets. Puis j'active seulement HTML et CSS parce que nous, on se concentre sur le contenu et la mise en forme seulement. OK, donc là, je vais insérer l'image. Je vous rappelle dans CodePen qu'on a de l'aide. Il fonctionne un peu comme un éditeur de texte. Donc, je vais juste écrire les lettres IMG. Je ne mets pas de crochet. Je vais juste écrire IMG, tabulation, puis automatiquement, il va me mettre mon SRC égale guillemets et Alt égale guillemets. Donc, en partant, j'ai les deux attributs que je ne dois pas oublier d'utiliser dans toutes mes images. Alors, je ne peux pas faire d'erreur de ce côté-là. Et
pour entrer mon image, je vais juste faire CTRL-V, juste ici. Puis, on va voir tout de suite apparaître mon 350 par 150. Et si je veux changer les dimensions de mon image, en l'occurrence, moi, c'est le cas, je veux la mettre à 600 pixels. Oups, pas 6000, excusez-moi, ce serait un peu large. 600 par 200. Donc, vous voyez qu'elle va s'ajuster de cette façon-là. Et je vais venir écrire dans mon Alt une image temporaire de placeholder.com. Donc, si mon lien était brisé, par exemple, si je m'en viens mettre un X en plein milieu de mon adresse ici, ça va briser mon lien d'un coup. Et quand mon lien va être brisé, on va voir apparaître une image temporaire de placeholder.com. Donc, on voit immédiatement un des bénéfices d'avoir un attribut alt. Ça fait en sorte que si mon image est brisée, il va y avoir du texte qui va le décrire. Ça va être aussi lu par les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes. Et ça va être lu par les moteurs de recherche pour savoir, mais quel est le contenu de cette image exactement. Donc, à ce moment-là, ils vont savoir qu'il y a des joueurs de hockey ou des chiens ou des chats ou de la nourriture sur un comptoir ou une recette de biscuits. Bref, on va savoir qu'est-ce qui est dans votre image. Alors, je vais enlever mon X pour revoir mon image apparaître de 600 par 200. Est-ce que tout le monde y est? Je vais copier mon image et je vais faire un CTRL-V, puis je vais la mettre à 300 par 200. Puis je vais copier à nouveau la deuxième, puis je vais la coller en dessous, CTRL-V. Donc, vous voyez que j'ai 600 par 200, 300 par 200 ici qui s'est en allé à droite. J'ai plus d'espace, ça s'en vient ici. Puis là, ensuite, je vais faire la même chose, mais je vais la faire à 200 par 200. 200 par 200. Puis je vais copier ça 3 fois. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Donc, vous devriez normalement avoir une de 600 par 200, deux de 300 par 200, suivi de 3 qui sont de... moi, j'en ai 4, donc j'en ai fait un trop. Voilà. Pour que votre code soit plus visible, on pourrait très bien venir sauter une ligne ici entre chacun. Je vous rappelle que les sauts de ligne sont ignorés par le navigateur. Donc, il n'y a aucun saut de ligne qui va ajouter de l'espace entre vos images. C'est strictement pour la personne qui lit le code que ça aide d'avoir le code mieux séparé de cette façon-là. Je fais un petit aparté tout de suite pour attirer votre attention sur le fait que, à cause de pixum.photo, et de placeholder.com, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes dans mon cours 412-21 et je crois que j'ai eu une question ou deux dans ce sens-là de votre part. Il y a des personnes qui ont commencé à associer les dimensions qu'on voit ici à la façon de dimensionner une image. Et ce n'est pas le cas. C'est strictement parce qu'on utilise un service qui nous donne une image aux dimensions demandées. OK? Mais si j'ai une image sur un serveur web, si j'ai une image dans mon répertoire images, ce sont les dimensions réelles de l'image qui vont se retrouver à l'écran. Et je vais les contrôler soit ici avec height et width, donc hauteur et largeur, ou dans mon code CSS comme on va apprendre à le faire dans un instant. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ça n'a rien à voir la largeur et la hauteur qu'on écrit ici dans notre adresse, vous ne contrôlerez jamais la largeur et la hauteur d'une image, sauf de cette façon-là, sauf quand vous utilisez un service pour mettre une image temporaire comme pixum.photo ou placeholder.com. Quoi qu'il en soit, on voit en ce moment les propriétés que je voulais qu'on voit, c'est-à-dire que nos images ont toutes été alignées une à côté de l'autre. On voit qu'il y a un petit filet entre les images, donc ça veut dire qu'il y a soit une marge ou du padding, probablement une marge qui est appliquée par le navigateur de base. Et puis, elles se mettent toutes à droite les unes des autres. Puis si je voulais les mettre une par-dessus l'autre, il faudrait que je change ça dans mon code CSS. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc, dans votre code CSS, vous allez écrire image, IMG. Et évidemment, dans un vrai site web, je ne ferai jamais ça de cette façon-là parce que là, je vise
toutes les images de mon site web si je fais ça, tandis que je vais vouloir viser les images selon l'endroit où ils sont. Donc, mes sélecteurs, ça va être important qu'ils soient plus spécifiques, qu'ils soient plus précis pour viser la bonne image au bon endroit et ou les bonnes images dans tel ou tel contexte, mais pas les autres. Alors, ça se peut que je fasse la mise en forme d'image pour de 40 façons différentes sur mon site web. Si j'ai des images qui sont présentées dans 40 contextes différents, mais je vais avoir 40 différentes façons de faire la mise en forme de mes images. Pour les fins d'apprentissage, ça va très bien de travailler avec juste IMG, donc on va faire ça de cette façon-là. Et vous faites ensuite vos accolades. Je vous rappelle que ce sont des accolades, pas des parenthèses, pas des crochets carrés. Donc, vraiment des accolades. Tantôt, j'ai dit des crochets ici, je crois, mais ça, ce n'est pas un crochet. J'oublie tout le temps le nom, vous allez me le rappeler pendant que je parle. Les crochets sont, le crochet est carré, OK? Et ici, c'est une accolade. Et lui, c'est un, aidez-moi. Un chevron? Oui, merci, voilà. Donc, merci énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais le chevron, il sort toujours de mon esprit. Je les appelle trop souvent les crochets. Donc, les crochets, c'est les carrés. Là. Donc, voilà. Ça, c'est notre chevron. Alors, c'est les chevrons ouvrants, chevrons fermants. Donc, dans mon image ici, si tout le monde y est, tout ce qu'on va écrire pour pouvoir les transformer, bien, on ne veut plus qu'elles soient en ligne. On ne veut pas qu'elles se comportent comme des mots ou comme des lettres, une à droite de l'autre. On veut qu'elles s'empilent les unes par-dessus l'autre comme des blocs Lego. Alors, je vais leur dire tout simplement display 2 points, bloc, point virgule. Et ce que ça va faire, vous allez le voir immédiatement, vous voyez que mes images viennent de se mettre en pile comme ça, les unes par-dessus les autres. Donc, display block, bang, toutes mes images viennent de tomber à la même, une par-dessus l'autre. Il n'y a plus une image, même s'il y a de la place, il n'y a plus une image qui se place à droite de l'autre. Prochaine chose qu'on va faire, si je voulais centrer mes images, je pourrais dire tout simplement margin, 2 points, auto, puis je mets mon point virgule. Puis là, vous voyez que toutes mes images viennent de se centrer parce qu'il divise l'espace qui restait, puis il vient en mettre la moitié à gauche, l'autre moitié à droite. Donc, de cette façon-là, toutes mes images sont centrées en fonction du calcul mathématique qu'il fait lui-même. Alors, c'est super facile. Margin, 2 points auto, point virgule. Si je trouve qu'elles sont trop collées, je pourrais très bien, dans mon margin, je pourrais très bien venir lui dire, ben en haut et en bas, OK, mets 20 pixels. Alors, je pourrais mettre, par exemple, 20 px, espace auto. Et ce que ça fait, c'est quand je mets deux propriétés comme ça, la première propriété concerne le haut et le bas, et la deuxième propriété concerne la gauche et la droite. OK? Donc, haut et bas, gauche et droite. Si j'en mets 4 propriétés, parce qu'on pourrait travailler avec 4, je pourrais mettre 4 marges individuelles. Rappelez-vous que ça fonctionne comme les aiguilles d'une montre. Donc, je pars en haut, OK, comme à midi. Alors, je pars en haut, je m'en vais à écart, à et demi, à moins quart. Donc, je fais en haut, droite, bas, gauche. Donc, quand j'ai 4 propriétés, la dernière à droite, la quatrième, c'est la gauche. Alors, je fais juste 1, 2, 3 et 4. La plupart du temps, on va travailler avec 2 comme ça parce que souvent, on veut la même chose en haut et en bas, puis à gauche et à droite. Puis quand ils sont en paire, bien, haut et bas sont à gauche, puis gauche et droite sont à droite. D'accord? Pour ça, j'espère que ce n'était pas trop mélangeant. Vous allez vous y faire à la longue, c'est des choses qui reviennent. Puis sinon, on a toujours la possibilité d'affecter nos paramètres un à la fois en écrivant margin trait d'union top, margin trait d'union right, margin trait d'union bottom, margin trait d'union left. Mais là, à ce moment-là, ça nous fait une pile de 4 paramètres. Alors que si je mets seulement margin, je peux affecter 2 des 4 ou les 4 ou les 4 individuellement ou les 4 en même temps, selon mon besoin. Voilà. Donc, ça, c'était ma mise en forme pour mes images avec margin auto. On a vu aussi notre attribut alt. En haut, complètement ici, pour le découvrir, je vais venir ajouter un attribut. Je vais faire title égale, je vais mettre des guillemets. Je vais écrire une image temporaire de 600 par 200 pixels. Voilà. Et ce qui se passe avec
title ici, quand je vais passer ma souris au-dessus, vous allez voir apparaître une image temporaire de 600 par 200 pixels. Donc, personnellement, je trouve ça très satisfaisant, mais ce n'est pas super utile. Alors, à vous de l'utiliser quand vous en avez le goût ou de ne pas l'utiliser. Dans certains contextes, puis dans du matériel où je sais que les étudiants vont être sur des ordinateurs et ainsi de suite, pour moi, ça a une certaine utilité. Je vais utiliser title égal. Si vous êtes en train de préparer du matériel de formation, vous allez avoir votre cours de formation l'hiver. Il y a des chances que vous prépariez de la formation à distance. Donc, si vous êtes en train de faire du matériel de formation, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser pour une image ou une figure. Si vous savez que les gens vont faire votre module sur un ordinateur, bien, vous savez qu'ils vont avoir accès à leur infobulle, mais cette infobulle-là n'existe pas pour les gens qui ont une tablette ou un téléphone. Voilà. Donc, on a vu source, on a vu alt. Height et width, je ne le fais pas, je ne travaille pas avec. En fait, on pourrait y aller, je vais juste le faire rapidement. Regardez bien, si je viens directement dans l'image, je vais faire ici width, W-I-D-T-H, égale, et je vais mettre, vous voyez qu'elle est de 600, mais là, je vais la mettre de 300. Il va se passer quelque chose de bizarre. Vous voyez qu'elle est maintenant égale à celle de 300, OK? Mais elle dit encore 600 par 200. Pourquoi? Parce que sa forme d'origine, la taille réelle de l'image, c'est bel et bien 600 par 200, mais dans l'élément, j'ai mis un attribut width qui vient le diminuer à 200, à 600 par 200. OK? Excusez-moi, je vous avais perdu. Est-ce que vous pourriez me parler, s'il vous plaît? Allô? Oui, merci. Parfait. Donc, avec width, je vais régler ça. Donc, c'est à éviter idéalement parce que quand on fait ça, je vous l'ai expliqué, on fait de la mise en forme directement dans notre contenu et c'est quelque chose qu'on voudrait éviter autant que possible. Par contre, je peux venir dans mon contenu ici. Donc, j'ai ma 600, j'ai mes 300 et ensuite j'ai des 200 en bas. Et je pourrais dire, ben moi, j'aimerais ça que mes images soient toutes égales. Je les veux toutes à 400. Et je peux régler ça avec une seule petite ligne dans mon code. Ici, je vais faire width. WIDTH, 2 points. Là, ce n'est pas avec un égal. Quand je suis en CSS, c'est toujours avec 2 points parce que ce n'est pas un attribut, c'est un attribut CSS, ce n'est pas un attribut HTML. Donc, width, 2 points. Et je vais mettre, par exemple, 400 et je dois spécifier PX pour des pixels, point virgule. Et regardez ce qui se passe. Toutes mes images, donc la plus grande a été réduite à 400. Celle de 300 a été étiré à 400. Donc, attention, ça pourrait créer de la pixelisation et on ne veut pas faire ça avec des images qui sont plus petites. On veut le faire avec des plus grosses qu'on va réduire. Ensuite, j'ai mes 300 par 200. Puis ici, vous voyez, mes 200 par 200 sont rendus à 400 elles aussi. Mais toutes mes images sont exactement de la même largeur. Très cool, avouez. Avouez pas d'abord. Voilà en ce qui concerne les images. Donc, Display Block, on l'a vu. Margin Auto, on l'a vu. Le concept que les images soient des images en ligne par défaut. Voilà. Des éléments en ligne par défaut. Dernier point, je vais prendre toutes mes images ici. Donc, je vais sélectionner tout, CTRL A, et je vais faire CTRL barre oblique sur mon pavé numérique pour tout mettre ça en commentaire. Alors, tout mon contenu va disparaître. Okay, parce que j'ai tout transformé mon contenu en commentaire. Je vais faire pareil avec mon CSS, CTRL barre oblique. Donc, je viens de le mettre en commentaire. Je vous invite à faire pareil. Je vous donne une quinzaine de secondes. Alors, votre page va être blanche parce que tout votre HTML est commenté. Les commentaires HTML, je vous le rappelle, ce sont ils se composent en... Ils se débutent avec un chevron, point d'exclamation, tiret, ou trait d'union. Donc, ça ouvre un commentaire. Tout ce qui va suivre va être commenté. Et quand je veux fermer ou arrêter le commentaire, je fais trait d'union, chevron fermant, et ça ferme le commentaire. Alors, si je viens mettre du code en dessous, ce que je vais faire dans un instant, ça va faire du code qui est actif. En CSS, le caractère pour faire un commentaire, c'est barre oblique étoile pour l'ouvrir, le commentaire, et étoile barre oblique pour le fermer. Et si je veux le faire rapidement, je peux sélectionner mon texte et quand je fais CTRL barre oblique, vous voyez que je mets ou j'enlève un commentaire en un seul clic en faisant seulement CTRL barre oblique.
Je crois que vous avez tout fini, alors je vais pouvoir Ça marche continuer. pas, moi. Est-ce que tu fais ton barre oblique sur un pavé numérique ou si tu fais CTRL 3? Ah, il faut que je le fasse sur un pavé numérique. Oui. Tu peux peut-être essayer de faire OK. CTRL majuscule 3. D'ailleurs, je vais l'essayer devant vous. On va le voir en direct. Donc, je vais faire ça ici. Et si je n'avais pas de pavé numérique, je ferais CTRL majuscule 3. Et non, effectivement, ça ne fonctionne pas si je fais CTRL majuscule 3. Et si je faisais CTRL, j'ai vraiment besoin de mon pavé numérique, on dirait. Fait qu'il faudrait voir de quelle façon on peut le faire si on n'a pas de pavé numérique. Sinon, ben, on le fait à la main. On fait barre oblique étoile, puis étoile barre oblique. Ça, c'est toujours possible. Ça Merci. prend une seconde de plus. OK, donc je m'en reviens dans mon code HTML, puis je vais juste faire je vais vous montrer deux petits trucs rapides quand vous avez des choses à insérer rapidement dans CodePen. Le premier truc rapide, si je voulais insérer 5 images, je pourrais faire IMG fois 5. Oups, excusez-moi, ça va aller mieux si je fais majuscule fois 5. Puis vous voyez qu'il vous met un petit carré ici, puis il vous dit, ben je vais faire 5 fois image. OK? Puis quand je vais faire tabulation, bang, il vient de me mettre 5 tabulations. C'est très utile pour les listes à puces. Si j'ai une liste à puces, je vais faire UL tabulation. Donc là, je viens de créer ma liste à puces. Puis ensuite, je vais faire LI fois 6. Puis là, tabulation. Puis j'ai ma liste, j'ai mes 6 items de liste. Je suis prêt à écrire mon contenu à l'intérieur. Vous voyez, mes puces viennent d'apparaître. Donc, c'est juste de faire l'élément que vous voulez faire, multiplier, donc majuscule 8, en astérisque, le nombre de fois, puis là, vous faites tabulation, puis ça va répéter votre élément plein de fois, ou 2 ou 3 ou 4 fois selon votre besoin. Donc, ça, c'est un truc très utile dans CodePen et que vous allez avoir aussi dans les éditeurs de texte. Malheureusement, on ne l'a pas dans l'éditeur de texte de notre serveur web, je crois. Je pense qu'on ne l'a pas, si je me souviens bien. Moi, je vais juste revenir ici chercher une de mes images. Je fais copier, je viens la coller à l'extérieur. Je veux juste faire une exagération. Je sais que vous avez bien compris le concept, mais je vais faire une exagération. Je vais me faire une image de 100 par 100. OK? Et ensuite, je vais juste sélectionner ça ici. Je vais m'assurer que j'ai un saut de ligne et je sélectionne le saut de ligne en même temps que l'image. CTRL-C, je m'en viens ici, puis là, je vais faire CTRL... oups, excusez-moi. Comme ça. Et là, je vais faire CTRL-V. V. J'en fais plein. Et vous allez voir apparaître mes images comme ça. Ça fait une espèce de grille. OK? Donc, je pourrais avoir mes images d'une galerie, par exemple, pour pouvoir avoir des petits thumbnails, des onglets, excusez-moi, thumbnails, mais des petits onglets que je pourrais cliquer pour pouvoir lancer la grosse image. Et regardez ce qui se passe quand je glisse comme ça. Vous voyez que mes images apparaissent en dessous. Donc, c'est vraiment pareil comme un paragraphe. Ça se comporte de la même façon qu'un paragraphe. Des images. Considérez la balise ou l'élément IMG comme une lettre ou comme un mot, puis vous allez toujours comprendre qu'ils se mettent à droite les uns des autres, puis vous allez toujours vous souvenir que en faisant tout simplement display block, ben, ils vont tous tomber un au-dessus de l'autre. Puis regardez, on la voit, la pixelisation à l'œuvre ici. Vous voyez que mon 100 par 100 est rendu tout flou parce que j'ai pris une image de 100 par 100, puis je l'ai augmentée à 400 avec mon CSS. Puis ça, ce que ça fait, c'est que mes images deviennent toutes pixelisées ou toutes floues. Voilà en ce qui concerne les images. Espérant que ce soit utile. Avez-vous appris un ou deux nouveaux trucs? J'ai une petite question. Oui. Parce que dans le fond, là, moi, dans mon HTML, là, ça ne marche pas, ça efface rien. Je ne sais pas si j'ai mal écrit quelque chose. Là. Ça efface rien? Ben, excuse, attends, je vais me reprendre. Tu as dit que la page allait devenir blanche si on mettait comme des chevrons, là. Mais moi, ça ne marche pas. J'ai dit que la page allait devenir blanche si tu commentes ton code. Donc, ce que je fais, regarde bien, en fait, toutes mes images qui sont ici, si je veux les faire disparaître, je m'en viens, puis juste avant les images ici, je vais faire un chevron ouvrant, point d'exclamation, trait d'union, puis voilà, elles sont toutes disparues. Dans une seconde, il va se rafraîchir, elles sont toutes parties parce que tout mon code ici est commenté. Et si je veux qu'à quelque part ça arrête, supposons que juste ici, je veux que ça arrête, je vais venir faire trait d'union, chevron fermant. Puis quand je fais ça, j'ai toutes fermé celles-là, puis j'en ai gardé 5 ici qui sont encore actives. Les 5 dernières sont toujours actives ici. OK, il manquait le point d'exclamation, ma bad. Bon. OK. Donc, si tu le fais à la main, effectivement, c'est important. C'est pour ça qu'une bonne pratique, vraiment, quand tu as un éditeur de texte qui le permet, tu sélectionnes ton texte à commenter, puis tu fais juste CTRL barre oblique, puis il va faire tes
tes caractères automatiquement, puis tout va disparaître. Encore faut-il avoir un pavé numérique. OK, alors je vais juste supprimer tout ça. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas me contenter de commenter, mais je vais bel et bien tout supprimer. Et on s'en va à la suite. Insertion et mise en forme de figures maintenant. On s'en est parlé un petit peu, mais on n'a pas eu le temps de voir comment les maîtriser, comment les contrôler, comment les mettre en forme. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais essayer de vous laisser le temps quand même de le faire, mais je veux vous montrer comment on pourrait se créer des genres de petits Polaroids à l'écran, OK? Puis que ce soit cute. On va y aller tout de suite. Donc, l'insertion et mise en forme de figure, la façon de procéder. L'élément figure peut encadrer une image. Donc, je vais avoir figure qui ouvre et figure qui ferme avec barre oblique figure. OK? Puis à l'intérieur de figure, je vais avoir image. C'est pas toujours, donc un élément IMG. C'est pas toujours un élément IMG. Je pourrais utiliser figure pour mettre d'autres choses qu'une image. OK? Je pourrais utiliser figure pour mettre une vidéo. Je pourrais utiliser figure pour. Donc, il faut penser à figure dans le sens sémantique de la chose. Pas seulement une image, mais quelque chose qui permet au lecteur de figurer quelque chose ou de comprendre quelque chose. La plupart du temps, puis l'usage régulier, c'est vraiment avec une image. Donc, j'ouvre figure, je mets mon image à l'intérieur, je vais mettre ensuite une légende, donc ajouter une légende avec Fig Caption. Dans Fig Caption, je vais mettre ma légende. Je peux faire de la mise en forme à l'intérieur de Fig Caption, donc je peux utiliser mon strong pour mettre du gras, je peux mettre P si je veux créer un paragraphe ou deux paragraphes, je pourrais mettre 2P. Alors, je peux avoir une légende qui est un petit peu plus longue. La plupart du temps, la légende, ça va être comme dans Word. Ça va être une seule ligne ou deux lignes. Puis, on va travailler avec pour faire sa mise en forme. OK? Puis, après mon Fig Caption, je vais évidemment le fermer. Donc, barre oblique Fig Caption. Et après avoir fermé mon Fig Caption, je vais fermer ma figure. OK? Alors, quand j'ai ces éléments-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir aller travailler dans CodePen. Allons-y tout de suite. Donc, dans CodePen, vous écrivez le mot figure, tabulation, et il va tout de suite vous mettre barre oblique figure. Alors, il la ferme immédiatement. Et à l'intérieur de ça, je vais faire IMG tabulation. Donc, j'ai tout de suite mon espace pour pouvoir insérer une image. La source de mon image, je vais aller m'en chercher une sur, cette fois-ci, je vais revenir à une vraie image. Donc, https pixum.photo, juste parce que je ne veux pas chercher, /ID, je vais la mettre à 600 par 400. Et je vais mettre le alt, je vais mettre une photo de Pixum. Voyons, est-ce que je vais écrire Pixum un jour? Pixum.photo. Voilà. Et est-ce que j'ai fait une erreur? Pourquoi il me dit oui, j'ai pas mis en ce moment, je n'ai pas mis mon ID. Donc, je vais faire un ID de ID, je vais y aller au hasard avec 404, tiens, un code d'erreur normalement. Donc, ça va être la photo 404. C'est très joli et ça va me permettre de changer mon alt. Donc, une vague qui casse sur les rochers. Donc, une vague qui casse sur les rochers pour mon alt. Alors, si quelqu'un utilisait un lecteur d'écran ou un moteur de recherche comme Google qui passe sur mon image, va tout simplement entendre, le moteur de recherche va lire ça, il va le garder dans sa base de données. Donc, les gens qui vont chercher rocher ou vague qui casse, etc., pourraient trouver cette image-là. Puis, un malentendant, ou pas un malentendant, pardon, un malvoyant entendrait tout simplement la description. Donc, le alt, une vague qui casse sur les rochers. Puis encore une fois, si je fais le truc de mon X ici, vous allez voir que quand je fais mon X, ça brise mon lien et je vais voir apparaître une image qui casse sur les rochers. Alors, je vous laisse faire. Donc, en ce moment, on est au même point que tantôt. La différence, c'est que mon image, je l'ai insérée à l'intérieur d'un élément figure. L'élément figure, c'est un élément sémantique.
Ça veut dire qu'il donne un sens à ce qu'il y a à l'intérieur. Puis le sens qu'il donne à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de dire, étant donné que c'est une figure, c'est pas juste une image, c'est une figure, donc c'est en lien avec le texte que tu es en train de lire. Alors, pensez à un article de sport, à un article d'actualité, à un article sur un blog ou un journal en ligne, n'importe lequel. Bien, normalement, les photos devraient être insérées à l'intérieur de l'élément figure. Ça se peut que vous alliez voir le code sur la presse ou sur un autre site puis que vous voyez des divs, div, div. Ça, c'est un élément de bloc, okay, comme les paragraphes, comme les titres et ainsi de suite, qui est générique, qui est un conteneur pour mettre n'importe quoi dedans. Quand on veut rassembler 3-4 affaires ensemble, on peut les mettre dans un div, div. Mais c'est un bloc qui est générique. Donc, il n'y a pas de sens sémantique. Ça ne dit pas aux moteurs de recherche, puis ça ne dit pas aux analystes, ça ne dit pas c'est quoi le lien entre ça et la page. Tandis que quand on utilise un élément sémantique comme figure, ça veut dire que c'est vraiment en lien avec le texte. Donc, je vais pouvoir notamment référer à figure 1. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous reviendrai là-dessus parce que je ne l'ai pas préparé pour le cours d'aujourd'hui, mais il y a un petit bout de ligne de rien qu'on peut ajouter. Il va même numéroter nos légendes, figure 1, figure 2, figure 3. Ça va être super cool. Je vous montrerai comment faire. Pour l'instant, on va juste se créer une légende et pour créer notre légende, on va faire Fig Caption, F-I-G-C-A-P-T-I-O-N. Donc, Fig Caption, tabulation. Et à l'intérieur de Fig Caption, moi, je viens de faire entrer pour qu'il soit en dessous un de l'autre, mais ça n'a pas d'importance, j'aurais pu le faire au même endroit. Je vais écrire tout simplement figure 1, Alt 0,150 pour faire un demi-quadratin. OK? Donc, figure 1, Alt 0,150. Et je vais lui dire la pollution des océans est un enjeu de plus en plus préoccupant pour la communauté scientifique. Ou je pourrais aussi, j'aurais pu aussi dire que je vais le rapetisser ici, là, je vais écrire pour les scientifiques avec un S. Ça va être un enjeu de plus en plus préoccupant, point barre d'abord. Voilà. Et j'aurais pu, au besoin, j'aurais pu inclure un bout de citation. J'aurais pu dire John Smith, océanographe à l'université de telle place, considère que... Donc, ce serait un petit extrait de mon texte. Mais j'attire votre attention, on est en contenu, on n'est pas nécessairement juste en code, là, on est en contenu, en création de contenu. Donc, l'idée, c'est que mon alt, il décrit l'image, puis ma légende fait un lien avec le texte. Okay? Donc, dans ma légende, je ne vais pas venir écrire une vague qui casse sur les roches, puis je ne vais jamais répéter le même contenu entre les deux. Okay? On fait deux descriptions qui sont différentes. Le alt, c'est pour le moteur de recherche puis un malvoyant. Puis la légende, c'est le lien avec le texte. Donc, dans ce cas-ci, je parle de pollution, je parle d'environnement, je parle de changement climatique. Et là, j'arrive avec la pollution des océans est un enjeu de plus en plus préoccupant. Et là, je pourrais avoir plus de contenu, je pourrais avoir plus de texte, etc. Mais ma légende pourrait être un petit peu plus longue. Et si je voulais, je pourrais très bien venir ici faire strong, tabulation. Je vais prendre mon strong, comme ça. Et je vais juste faire... je peux le mettre avant ou après mon demi-quadratin. Et l'idée, c'est que je vais avoir ma légende qui est en petit comme ça, puis le reste est de même. Voilà. Remarquez tout de suite une chose. Si je viens enlever figure ici, si j'enlève figure, vous allez voir que l'image va se coller à gauche complètement. Donc, ma balise figure, le navigateur, il y a déjà une mise en forme qui
qui vise à... Oups, excusez-moi, CTRL-Z, voilà. L'élément figure dans les navigateurs de base, il met déjà une espèce de petit retrait. Il n'y a rien qui m'oblige à garder ce retrait-là. Je peux le changer, je peux l'augmenter, je peux le diminuer. Puis je pourrais aussi centrer ma figure. Donc, je vous donne un exemple sur la façon de procéder pour pouvoir centrer une figure. Je vais venir dans Figure ici. Juste avant, il y avait un truc que je voulais faire qui était de copier mon bloc de texte ici, CTRL-C, CTRL-V. Faites-vous 3 figures. Donc, je vais écrire figure 2, figure 3. Lorem ipsum. $site à mettre. Donc, vous avez fait un copier-coller de votre première figure pour en avoir 3. Je vais vous demander de changer vos largeurs, s'il vous plaît. Mettez vos largeurs, par exemple, à 800. La deuxième, on va la mettre à 800. « 800 par 600. Puis la troisième, on va venir la mettre à 1200 par 800. Puis si vous êtes du genre un brin perfectionniste, vous pourriez en profiter pour changer vos figures. Donc, je vais juste changer le ID, je vais le mettre à 405, 406 pour avoir 3 images différentes. Puis là, j'ai aucune idée de ce que ça va être. Ça se peut que ça n'ait aucun lien, là. C'est probable qu'il n'y ait aucun lien même. Donc, vous voyez que j'ai des images ici qui viennent d'apparaître, figure 2, figure 3, mais que mes images ne sont pas de la même grandeur du tout, du tout. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Parfait. Donc, on va faire une chose. On va venir dans la figure, puis on va dire width, 2 points, 400px, point virgule. Puis tout de suite, il va se passer quelque chose de le fun, c'est que notre largeur de figure vient de changer. Donc, vous voyez que mon texte ici vient de faire un genre de wrap à l'intérieur de mon 400. Mais vous remarquez aussi que mon image n'a pas changé de taille. Et ce que je peux faire pour changer la taille de mon image, qui va être bien intéressant, c'est de venir parler à image, IMG, puis je vais utiliser un pourcentage. Les pourcentages, quand on les utilise, ce qu'il faut savoir, c'est que le pourcentage va occuper 100% de l'espace du conteneur. Donc, quand je suis dans un paragraphe puis je dis 100%, si je suis dans body, ça va être 100% du body. Quand je suis dans body puis que je lui dis 60%, bien, vous savez, j'enlève de la largeur, donc c'est mon document HTML en réalité. Donc, c'est toujours un pourcentage du conteneur. Et là, étant donné que mon image, en ce moment, elle est dans figure, si je lui dis width 100%, ce qui va se créer comme phénomène, c'est qu'elle va prendre la largeur de mon conteneur, de mes figures, comme ça ici. Donc, elle va toujours être à 400. Et si je rapetisse, elles ne vont pas changer de grosseur parce que ma figure est bloquée à 400. OK? Mais vous voyez que j'avais 3 images de largeur différentes qui viennent de tomber toutes égales. Puis vous voyez que mon texte ici, bien, il s'ajuste automatiquement. Ça va pour tout le monde? Je vais changer ma figure, au lieu de la mettre à 400px, regardez bien ce que je vais faire avec. Je vais changer sa largeur à 60%. Et là, je vais avoir un pourcentage de la taille de ma page. Donc, quand je vais rapetisser mon image, regardez ce qui se passe. Mes figures vont se rapetisser, puis les images à l'intérieur vont se rapetisser aussi. Et ça, c'est très cool. Si je n'étais pas seul dans mon salon, il y aurait peut-être une réaction. Est-ce que j'ai dit dans mon salon? Oui. Est-ce que tu peux remontrer le code CSS, s'il te plaît? Oui, absolument. Je ne suis pas dans mon salon, je suis dans mon sous-sol. C'est dans mon sous-sol que je voulais dire.
Donc, j'ai figure width 60% puis image width 100%. Et là, il se passe une belle magie qui fait en sorte que toutes mes images deviennent égales puis jolies comme ça. Et à figure, je pourrais venir lui dire tout simplement margin, 2 points. Je vais faire la même chose que tantôt. Je vais dire, ben écoute, arrange-toi pour avoir de la place au-dessus et en dessous, puis à gauche et à droite, ben mets-le automatique. Donc, toutes mes figures vont être centrées comme ça, puis il va y avoir 50 entre chacune d'entre elles. J'ai des images qui me jouent un tour comme l'image ici qui est blanche, OK? Donc, ça fait en sorte que, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, mon image, rappelez-vous que c'est une boîte tout le temps, alors je peux venir lui dire border, 2 points, 1px solide, point virgule. Et il va me faire une petite bordure de 1 pixel autour de toutes mes images. Ça va être joli. Ou, je vais commenter cette ligne-là, donc je l'enlève temporairement. Contrôle barre oblique. Je vous laisse 15 secondes pour mettre votre bordure et l'enlever, le constater et l'enlever ensuite. Est-ce que tout le monde y est? Je vais venir affecter body en haut. Body. Dans body, je vais lui dire background, trait d'union color. Puis je vais faire une page qui va être, je crois que ça va être trop agressant, mais on va le laisser quand même. Non, c'est pas si pire. On va vivre avec. Et ce que je veux faire, c'est que mes images aient l'air d'un genre de Polaroid. Pour qu'elles aient l'air d'un Polaroid, ce que je peux faire, ou ce que je dois faire, c'est d'affecter à ma figure, ici, une couleur d'arrière-plan. Rappelez-vous que le Fig Caption ici, il est à l'intérieur de la figure. OK? Il est vraiment à l'intérieur. Donc, si la figure, je lui donne un background color blanc, ben automatiquement, le Fig Caption va se retrouver sur un fond blanc parce qu'il va être sur le fond de la figure. OK? Fait que je vais juste dire ici background color, background trait d'union color, 2 points, dièse FFF pour aller chercher mon blanc. Petit espace, comme ça. Puis ça va faire en sorte que je vais avoir ma légende qui va être sur un fond blanc. C'est plus joli, mais ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux pour quelques raisons. Premièrement, je voudrais avoir un cadrage autour si je veux faire des Polaroids. Je voudrais avoir un cadrage tout le tour. Est-ce que quelqu'un a une idée avec ce qu'on a appris à date dans nos bases avec CSS? Quelle propriété je pourrais utiliser pour faire en sorte que j'ai une bordure et sautez pas tout de suite sur border, OK? Il y a d'autres choses que je pourrais faire pour faire en sorte que mon image ici, elle ait un arrière-plan blanc qui soit visible tout le tour. Ce serait quoi? Est-ce que ce serait d'insérer l'image dans un carré? Je l'ai déjà inséré dans un carré, fait que tu es clairement sur la bonne voie. Mon image ici, les 3 images sont à l'intérieur d'un élément figure. Puis mon élément figure, j'ai déjà dit que je voulais qu'il y ait un background color qui soit blanc. Mais je voudrais que mon blanc ici, il dépasse tout le tour. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça dépasse tout le tour? Ça va considérer l'élément figure. Puis, rappelez-vous de votre modèle des boîtes, OK? À l'extérieur, c'est margin, puis à l'intérieur, quand on veut créer de l'espace entre le bord puis le contenu de l'image, c'est padding. Donc ici, je vais venir créer padding. Je vais lui dire, supposons, 15 px. Si je trouve que c'est trop, je vais baisser à 10. Si je trouve que c'est pas assez, je vais monter, et ainsi de suite.
Puis vous voyez ce que ça va me créer comme effet, ça va être intéressant, mais il va y avoir un petit problème qui va être que quand j'agrandis, ma bordure va avoir l'air de plus en plus mince, puis quand je vais rapetisser, regardez comment ma bordure va avoir l'air épaisse éventuellement, parce qu'elle est toujours à 15 px, puis c'est mon image qui rapetisse. Si ça ne me dérange pas, je vais vivre avec. Je pourrais fonctionner en pourcentage pour éviter d'avoir ça. Donc, si je travaillais en pourcentage, je pourrais à ce moment-là, si je lui dis par exemple 2 %, je ne sais pas de quoi il va avoir l'air à 2 %. Je ne sais pas s'il est déjà fait. Mais là, vous allez voir que ma bordure va amincir. La voyez-vous amincir comme ça? Elle est toujours en proportion avec le reste, étant donné que je l'ai mis en pourcentage. Les Fig Captions, ce serait le fun qu'il y ait un petit peu d'espace avec l'image pour créer plus un sentiment de Polaroid. OK? Donc, si je veux créer plus un sentiment de Polaroid, ici, je trouve que 2 %, c'est peut-être trop. Je vais le mettre à 1. Voilà. Puis, ce que je vais faire, ben, je vais venir affecter Fig Caption. Donc, Fig Caption, rappelez-vous que c'est la légende. Puis, la légende, le Fig Caption, c'est vraiment une boîte pareille comme tout le reste. Donc, je vais faire Fig Caption, que j'ai utilisé 3 fois en haut, chaque fois pour figure 1, figure 2, figure 3. Ils sont toujours à l'intérieur de l'élément figure. Puis ceux-là, ce que je vais leur faire, tout simplement, je vais juste leur dire, OK, Fig Caption, j'aimerais ça que tu aies une margin. Puis qu'est-ce que je veux comme marge? Bien, je la veux seulement en haut et en bas en réalité. Alors, en haut et en bas, je voudrais que tu aies, par exemple, 10 pixels de marge, puis à gauche et à droite, je veux que tu aies 0, point virgule. Et vous voyez ce que ça vient de faire, c'est que si je change ma taille comme ça, je vais toujours rester exactement à la même place. Puis, mon écriture, elle est en haut. Elle est faite de manière un petit peu plus... voilà. Si vous faites quelque chose avec des Polaroids, vous êtes en train de faire comme un collage photo. Alors, dans ce cas-là, mes figure 1, figure 2, figure 3 seraient plus ou moins pertinentes parce que je ne suis pas en train d'écrire un article scientifique. Si je fais des Polaroids, je ne vais pas illustrer un article scientifique avec des Polaroids. OK? Donc, si je fais ça, c'est parce que je suis en train de faire un blog voyage, par exemple. Si je fais un blog voyage, bien, ce serait peut-être intéressant de faire en sorte que mes textes soient écrits à la main. Alors, on va faire une petite intrusion dans le monde de... Donc, ça, c'était l'exercice dans codepen.io, excusez-moi. On va aller s'amuser avec Google Fonts, puis on va voir comment ça fonctionne. C'est assez facile. On va faire en sorte que nos légendes soient écrites à la main. Comment ça fonctionne? Bien, premièrement, il faut se souvenir des CSS qui sont liés aux polices. Il y en a quelques-uns qui sont très importants pour nous parce que c'est ceux avec lesquels on va travailler le plus souvent. Le plus important en ce qui nous concerne, c'est Font Family pour choisir la famille de police. C'est la même chose que dans Word quand vous choisissez votre police. Font Size, c'est comme quand vous choisissez la grosseur. Font Style, c'est pour le mettre en italique. Font Variant, c'est très rare qu'on l'utilise, mais si vous vouliez faire Small Caps, c'est avec Font Variant. J'aurais pu ne pas le mettre, il n'est pas hyper pertinent. Font Weight, c'est pour le mettre en gras, il est très pertinent, puis il y en a d'autres. Les autres, il faut chercher. Honnêtement, on ne les connaît pas tous, c'est impossible de les connaître. On tape CSS, ce qu'on veut faire, puis ça va sortir, on va fouiller un petit peu, on va le trouver, puis on vient l'essayer, puis quand on a trouvé ce qu'on voulait faire, on le fait, on le garde. Essayez pas d'apprendre tout ça par cœur, ça se fait pas. Il faut juste savoir que c'est faisable, puis de savoir googler CSS avec ce que vous voulez faire, et vous allez toujours trouver ce que vous voulez faire. Donc, les 3 premiers, vous allez toujours travailler avec. Font Family, Font Size, Font Style, ça va tout le temps revenir. Puis Font Weight aussi, là, ça va être très, très fréquent. On n'est pas limité aux polices de base, cependant. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser juste Arial, Times New Roman, Times, Georgia et ainsi de suite. Je peux aussi utiliser des polices qui vont être plus esthétiques, qui vont être plus jolies puis qui vont être plus dynamiques pour mon site Web. Notamment avec Google Fonts, qui rend l'utilisation de polices plus facile.
et qui nous donne le droit d'utiliser ces polices-là parce que des polices fantaisistes ou des polices originales, normalement, on doit les acheter, on doit payer pour. Au même titre qu'on achète des images, on achète des photos, on doit payer pour les polices qu'on utilise, les polices de caractère, à moins d'utiliser des polices gratuites qui ont parfois des problèmes au niveau du support des accents ou de la façon dont ils vont faire les rendus quand ils rapetissent ou ils grossissent et ainsi de suite. Donc, des bonnes polices de qualité, habituellement, c'est vendu, donc ça coûte cher. Sinon, il y a possibilité d'utiliser Google Fonts, qui est utilisé bien sûr par beaucoup de gens, sauf que là, on va se trouver limité dans l'inventaire de Google Fonts. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver une police créative sur Google Fonts. Ensuite, il y a 2 bouts de code que Google Fonts nous donne. Il faut juste savoir quoi faire avec. Il va nous donner un élément link qui va nous permettre d'aller chercher chez Google la police en question. Donc, dire à notre document, va chercher la police chez Google. OK? Donc, le link va faire ça comme une feuille CSS. Puis, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la police à un élément en particulier. Donc, on va avoir un sélecteur. Dans notre cas, ça va être Fig Caption. On va appliquer la police en utilisant le code que Google nous donne. Donc, il n'y a rien de ça que je connais par cœur. Il n'y a rien de ça que je peux faire par cœur devant vous. Je vais tout suivre les instructions de Google au fur et à mesure. Donc, la seule chose que je sais faire et que vous devez retenir, c'est de taper Google Fonts dans Google, puis d'aller sur Google Fonts pour pouvoir trouver ce que vous devez faire. Alors, allons le faire. Mais juste avant de le faire, on va prendre une petite pause. Je vais, pendant les quelques minutes que je vais arrêter de parler, je vais aller enlever mes figures 1, figure 2, figure 3, puis je vais mettre une mini description juste pour décrire les images un peu comme un album voyage, pour que ça ait l'air un peu moins d'un rapport. Je vous ai montré ce que vous feriez si vous étiez en train de faire un rapport d'accident, un document de formation et ainsi de suite. Mais là, si je fais un document qui se veut plus jovial, plus attrayant, plus le fun, comme un blog ou un blog voyage, bien, je vais aller utiliser tout simplement, je vais aller enlever mes figures 1, figure 2, figure 3. Alors, j'y vais tout de suite et vous pouvez le faire en même temps que moi. Alors ici, j'enlève le strong en même temps. Je n'ai aucune idée c'est où, donc ne riez pas de moi. Donc, je viens de décider que c'était une ruelle à Paris. On est peut-être en Europe de l'Est, je ne sais pas du tout. J'ai juste décidé que c'était une ruelle à Paris. Puis ici, bien, ça va être la brume se lève sur le volcan Arenal. Est-ce que quelqu'un sait c'est où le volcan Arenal? Non. Le volcan Arenal, c'est au Costa Rica. Je suis allé au Costa Rica une fois dans ma vie. Je suis allé au volcan Arenal. Il était devant nous, mais il était caché derrière la brume. Et c'était d'une grande tristesse parce que d'habitude, la brume finit par se lever. Nous, on a choisi d'attendre. On a perdu notre journée. La brume ne s'est jamais levée. Donc, le volcan était vraiment devant nous. La dame nous montrait avec sa main pour nous dire c'est à peu près haut comme ça ou quoi que ce soit. On n'a jamais vu le volcan en question. Donc, c'était le moment triste de notre passage au Costa Rica. C'était le nuage devant nous qui était le volcan Arenal. Voilà. Donc, j'ai mes polices qui sont ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais m'en aller vers Google, puis je vais tricher un petit peu, je vous le dis tout de suite, là. En fait, je ne tricherai pas. Normalement, dans CodePen, c'est toujours du contenu
Donc, c'est ce qui va dans le body. Alors, on met rarement de l'information qui concerne le head. Mais là, je vais venir faire head ici, puis je n'aurais pas besoin de le faire. Je pourrais juste mettre mon link, puis ça fonctionnerait. Mais je ne veux pas vous donner un exemple où je mets un link n'importe où, puis que vous allez commencer à mettre des links dans votre document. On ne fait pas ça. Le link, ça va dans l'entête, donc ça va dans le head. Alors, je vais prendre la peine, même si on ne travaille pas dans le head habituellement dans le CodePen, je vais faire mon head ici. Puis je vais même, tant qu'à y être, faire mon méta pour lui dire carset égale UTF-8 pour que vous voyez qu'on le fait tout le temps. Donc, UTF trait d'union 8. Alors, ça, on l'avait vu ensemble. Puis, je vais faire mon title. Mes voyages autour du monde, mettons. Puis, je pense que dans ce cas-ci, monde prendrait un M majuscule. Et ici, je vais venir coller, en réalité, la balise link. Oups, j'oublie mon N. Donc, N, voilà. Hey, je me donne bien du mal. Voilà. Donc, mon link ici, il me dit déjà rel égale style sheet, puis il attend juste le href, mais en réalité, je vais aller la chercher sur Google Fonts de toute façon. Donc, ici, je vais faire un lien vers Google Fonts pour lui dire « Va chercher cette police-là », puis en bas, dans Fig Caption, ici, je vais venir lui dire « Font Family, utilise-la pour que mes lettres soient belles, okay, pour que ce soit cute. » Fait que je retourne. Donc, je reviens ici, je vais faire Google Fonts. Et dans Google Fonts, je vais tout simplement cliquer sur Google Fonts ici. Puis dans Google Fonts, bien, vous avez des outils de recherche. Si vous connaissez un peu ce que vous cherchez, vous pouvez utiliser la boîte de recherche. Puis vous avez des catégories ici qui sont intéressantes. Des polices sérif, des polices sans sérif. Je crois que vous avez vu ça, donc je ne veux pas le recouvrir, mais police sérif et sans sérif, ça fait référence. Ça ici, c'est une police qui est sans sérif parce qu'elle n'a pas d'empattement. Tandis que quand j'ai une police comme Times New Roman qui a des petits empattements, c'est une police qui est sérif. Ensuite, j'ai une police display, handwriting, donc écriture à la main, et monospace. Monospace, c'est les polices qui prennent toute la même largeur pour écrire du code informatique, par exemple. On ne veut pas que des mots de 12 lettres aient différentes longueurs. Selon les L et les M, ils ont toute une boîte bien égale, donc c'est ça du monospace. Moi, je vais tout décocher parce que je m'intéresse pour l'instant à handwriting, pour les besoins de la cause, si on veut que ce soit cute. Et je vais venir en chercher une. Si vous en voyez une qui est belle, vous me le dites, mais je vais en chercher une qui va être comme si c'était écrit sur ma... Tiens, ici, Gloria, Alléluia, je pense que je l'aime bien. Alors, quand je vois Gloria, Alléluia ici, puis qu'elle arrête mon attention sur... peut-être Gushy Hand ici. Donc, Gushy Hand. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, il me donne un petit bout de texte et je peux faire différentes choses. Je peux aller voir les glyphes pour voir de quoi ils ont l'air et ainsi de suite. Je peux voir la licence, comment l'utiliser, c'est quoi les droits. Il y a vraiment un paquet de choses que je peux faire. Je peux grandir, changer la taille, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai décidé de faire mon choix. Je vais faire Select this style. Et je vais juste cliquer dessus. Il va apparaître une place où je vais avoir... Ah, ça se cache derrière moi. Je m'excuse, je vais bouger. Je ne sais pas si ça va faire bouger ma photo. Je vais cliquer ici sur Embed. Et dans Embed, j'ai le link. Donc, ça ici, c'est ce que je dois mettre dans mon en-tête. Puis ensuite, j'ai CSS Rules to Specify Family, blablabla. Donc, ça, c'est pour affecter mon élément que je veux viser. Alors, je vais commencer par prendre mon link ici. Je le sélectionne. Vous faites comme moi si vous êtes rendu là. Si je vais trop vite, vous me le dites. Je vais prendre une pause de toute façon dans un instant. Donc, je copie. Puis, je reviens dans mon document et mon link ici, je vais le sélectionner pour le remplacer au complet par celui de Google. Donc, link href avec le long googleapis.com, CSS, Gushy. Donc, vous voyez le nom de ma police ici, Gushy Hand. Display swap, puis rel égale style sheet. Je ne fais rien d'autre pour l'instant. Il ne se passe rien dans mon document. Vous voyez que mon document n'a pas changé. Je vais retourner dans ma feuille
de Google. Puis ici, il me dit CSS rule to specify families. Donc, de quelle façon je peux appliquer ça à ma police de caractères. Donc, je vais venir chercher tout simplement font family, tout ça. Je le sélectionne, je fais un copier. Il va juste me dire de quelle façon l'écrire, tout ça. Je m'en retourne dans mon CodePen pour aller dire que mon fig caption, je voudrais qu'il soit comme ça. Donc, font family, gushy hand. Puis, si tu n'en as pas, mets du cursive à la place. Et vous voyez que c'est maintenant écrit à la main. Voyez-vous un problème, par contre? Le texte n'est pas centré. On ne le veut pas centrer parce qu'on le veut écrit à partir de la gauche. Ça me convient. On pourrait le centrer si on voulait. Ouais, ce serait une idée. Mais moi, c'est surtout sa taille. Je vais mettre font, trait d'union, 16. Oups. 16. Donc, font 16. Et, oups, attention, mon trait d'union, il ne l'a pas pris. Donc, font 16. Et pour les grosseurs de taille, je peux travailler en pixels. Donc, je pourrais venir lui dire, par exemple, 18px. Puis ce que ça va faire, c'est qu'il va, il va le mettre à ce moment-là à 18px fixe. Sinon, je pourrais le mettre en taille relative. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, OK, parce que ça dépasse le cadre du cours. À vous de faire une recherche sur les tailles de police relatives avec des MEM ou des REM. La plupart du temps, on a avantage à utiliser des REM qui sont en lien avec, c'est des M en lien avec la racine de notre document. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je veux juste vous dire que si je fais, par exemple, 1.5 REM, il va grossir ma taille de police. Et si ça ne me convient pas, je vais faire 1.6. Puis ça va être relatif à la taille de police de la racine de mon document. OK? Donc, si j'ai spécifié à la racine de mon document que mes polices étaient de 16px, bien là, il va faire 1.6 relativement à ça. OK? Donc, ici, dans mon cas, ça me convient. Ça arrive juste pour les rochers de Carmel en Californie. Puis vous voyez que ça fait joli. Et si j'agrandis un peu, bien évidemment, mon texte est dynamique. Il n'est pas écrit dans photo comme tel. Les gens peuvent le sélectionner, ils peuvent faire du copier-coller, même si ça a l'air d'être écrit à la main. C'était mon bout scrapbooking du cours. Et si je voulais avoir l'air de l'avoir écrit avec un Sharpie, je pourrais essayer. Ça ne veut pas dire que ça va être beau, mais je pourrais essayer, par exemple, font weight, GHT, 2 points. Je pourrais mettre font weight bold. Puis quand je vais faire font weight bold, je vais voir si c'est beau. Puis là, bien, si je trouve que ça a l'air d'être écrit au Sharpie puis que ça fait encore plus beau, je le garde. Puis si au contraire, j'aime pas ça, je peux l'enlever. Et dans certaines polices, pas toutes les polices, mais dans certaines polices, on peut spécifier un chiffre comme 300, 600, 900 qui va avoir, autrement dit, différents niveaux de graisse. Donc, on appelle ça en art graphique, on appelle ça des graisses. Donc, mes graisses peuvent être plus délicates ou plus épaisses. Donc, quand ça existe, je peux venir mettre, par exemple, 900, puis à ce moment-là, il va le mettre au maximum qu'il est capable de le mettre. Quand ça n'existe pas, bien, de toute façon, il va juste appliquer bold. Il y a bold, puis il y a bolder aussi qui existe, qui est parfois l'équivalent qui va être un petit peu plus gras que bold. Mais quand ça n'existe pas, bien, ça va tout être pareil comme bold de toute manière. Voilà. Donc, ça, c'était font weight. Et si je trouve que c'est trop, bien, soit que je le commente ou je l'efface tout simplement pour ne pas avoir mon bold. Dans mon cas, je pense que c'est plus beau sans bold. Est-ce que c'est cool? Peut-être. Ma figure, si je veux faire un vrai scrapbook, la dernière propriété qu'on va voir, puis il y a une dernière chose que je vais vous donner en défi si vous voulez le faire individuellement. Mes photos, je pourrais les mettre puis les coller un peu croche sur ma page. Puis je pourrais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour en avoir des droites. Donc, si je donnais une classe à mes figures, donc une classe gauche, puis une classe droite, puis une classe, pas de classe, mais elle n'aurait pas, bien, ça va faire en sorte que j'aurai des photos droites, des photos un peu croches comme ça, des photos un peu croches comme ça, et ainsi de suite. Mais moi, là, je vais le faire juste une seule fois pour vous montrer que ça existe. L'important, c'est juste de savoir que ça existe, puis après ça, on Google pour pouvoir savoir comment le faire. Mais je vais juste venir faire transform, 2 points, et je vais lui dire rotate.
rotate, j'ouvre et je ferme les guillemets, les parenthèses, pardon. Je mets tout de suite mon point virgule. Puis je vais lui dire moins 2 DEG pour degree. Puis ils vont tous tomber un peu sur le camp comme ça, sauf qu'ils vont tous être du même bord. Fait que c'est pas bien beau. Un vrai scrapbook, on veut qu'il y en ait des droites, on veut qu'il y en ait des un peu plus croches que d'autres, et ainsi de suite. Fait que je pourrais générer ça avec des classes individuelles. Puis là, ben, si je trouve que 2, c'est trop, je vais le mettre à 1. Et voilà. Puis si je le veux de l'autre côté, évidemment, j'enlève mon moins, puis à ce moment-là, il va être de l'autre côté. Puis si j'exagère, puis je deviens fou, puis je fais 45, ben ils vont vraiment être à 45 degrés. Mais vous voyez que mon texte suit, là. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel. La photo va faire une rotation, le texte va faire une rotation, et ainsi de suite. Donc, je peux avoir des choses, je peux créer des effets qui sont fort intéressants selon le contexte. Évidemment, à 45 degrés, c'est beaucoup trop. Mais un petit 2 degrés ou un petit moins 2 degrés, ça peut être intéressant, ou même moins 1, ça peut fonctionner. Puis, il prend aussi les décimales, donc à moins 1,5, qui va être entre les deux. Voilà, comme ça. DEG pour degré. Donc, transform, rotate. Puis, transform a d'autres propriétés que rotate en passant, mais il faut juste googler pour les connaître, voir un peu qu'est-ce que ça contient. Puis soit c'est en train de vous rendre curieuse puis de vous donner le goût puis faire comme ah wow, c'est vraiment cool, j'ai du contrôle puis je peux faire plein de choses avec ça, puis je vais pouvoir faire des beaux documents de formation, je vais pouvoir faire des documents, je vais pouvoir tenir un blog et ainsi de suite. Ou ça vous branche un peu moins, puis le fait de le voir au minimum, ce que je veux que vous soyez capable de faire, c'est de dire hey, on a un problème, les images sont toutes croches, puis on n'aime pas bien ça, on voudrait juste qu'ils soient droites. Ben si vous, tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de reconnaître que c'est la figure qui est croche, puis elle doit avoir une propriété avec rotate, puis je vais aller enlever cette propriété-là, puis si je m'en viens ici puis que je fais contrôle barre oblique, ben déjà, votre cours va être très utile parce que vous allez être capable de régler un problème comme celui-là, puis de dire, ben si on ne voulait plus les images croches, voilà, elles sont enlevées, elles sont toutes droites maintenant, et on n'en tient plus compte, même si elles ont des classes qui leur sont allouées. Voilà, en ce qui concerne la modification des images avec HTML et CSS, la modification des figures. J'espère que c'était intéressant et que vous allez vous amuser beaucoup avec ces nouveaux apprentissages. Insertion et gestion d'images dans WordPress. Donc, l'insertion et la gestion d'images dans WordPress, la première chose, c'est vous devez devenir familier avec le gestionnaire des médias. Il y a un gestionnaire de médias dans WordPress qui est plus large que seulement des images, mais on s'entend que c'est à 90% et plus la gestion d'images qu'on fait à l'intérieur de ça. Par contre, si vous insérez, par exemple, des documents PDF, des documents Word, une présentation PDF, une présentation PowerPoint, pardon, même des vidéos et ainsi de suite, ce serait à l'intérieur de votre gestionnaire de médias que vous iriez introduire ça. On peut, bien sûr, dans le cas de gros fichiers comme des vidéos et de l'audio, on va les mettre sur des plateformes externes et on va pointer vers les plateformes externes, mais tous les petits documents, comme les photos, les images, les documents d'une suite bureautique, bien, on va mettre ça directement dans notre gestionnaire de médias. Il y a des blocs d'insertion d'images, on va les voir un petit peu. Il y a le bloc images, bien sûr. Donc, dans notre éditeur de blocs, il y a le bloc médias et texte qui nous permet d'avoir comme deux objets côte à côte. Alors, d'un côté, j'ai du texte et à côté, j'ai une image ou vice-versa. J'ai l'objet galerie qui est intéressant, mais qui n'est pas très intéressant par lui-même. Il va être plus intéressant quand on va voir un petit peu plus tard dans le courant de la session l'utilisation d'une extension qui va nous permettre de faire des galeries dynamiques qui vont être vraiment des diaporamas avec même des transitions comme un genre de une transition d'une image à l'autre ou un effet de balayage et ainsi de suite. Donc, ça va faire des galeries interactives qui vont être beaucoup plus attrayantes, beaucoup plus belles. On va voir comment se servir de ça dans WordPress. L'élément galerie qu'il y a dans WordPress va nous permettre de faire une galerie assez rapide, puis d'avoir des images qui vont être disponibles en même temps, puis d'ouvrir l'image, mais c'est assez limité sur la façon de fonctionner. Puis finalement, il y a des médias qui sont embarqués. Les médias embarqués, c'est tout ce qu'on va chercher justement sur des plateformes externes, comme YouTube, SoundCloud ou bien une plateforme de gestion d'images. Il y a 4 métadonnées qui sont essentielles dans WordPress. Puis, on va s'en servir d'ici la fin de la session de la façon suivante. Puis vous, en créant du contenu pour le web, vous allez devoir être familière avec ces 4 champs de métadonnées-là et vous allez devoir savoir bien les remplir.
La première, c'est le premier champ, c'est le champ texte alternatif. Et comme vous pouvez vous y attendre, c'est vraiment votre attribut alt. Et on le traite exactement de la même façon. Ça veut dire que toutes les images qu'on rentre dans WordPress, sauf celles qui ont une vocation purement décorative, devraient avoir un attribut alt. Donc, mon attribut alt, pareil comme dans HTML, va devoir être renseigné, puis je vais devoir mettre un texte qui décrit bien au moteur de recherche et aux personnes malvoyantes c'est quoi le contenu de mon image. Au lieu d'être alt, on l'appelle vraiment texte alternatif. C'est une case qui s'appelle texte alternatif. Donc, je pense qu'on est assez proche avec alternatif pour que vous vous souveniez c'est quoi. Ensuite, il y en a une qui est un peu mélangeante parce qu'il y a une case qui s'appelle titre et ce n'est pas l'attribut title. Okay? Donc, ça ne va pas créer un effet d'infobulle quand vous allez passer. Le titre, en réalité, c'est comme le titre d'une page ou le titre d'un article. Donc, c'est juste le titre de l'image et ce à quoi ça sert en réalité, c'est de trouver l'image quand vous êtes dans WordPress et que vous cherchez dans vos images, dans votre gestionnaire de médias ici, quand vous allez chercher chien, bouvier bernois, collier élisabétain, bien à ce moment-là, vous allez trouver vos 3 bouviers bernois avec les colliers élisabétains directement. OK? Alors, le titre, c'est de cette façon-là qu'il faut y penser. C'est beaucoup plus les mots-clés pour trouver votre image que d'autres choses. C'est même pas une information que le visiteur du site va voir comme telle. C'est vraiment plus pour les utilisateurs du site ou les administrateurs du site en arrière. La légende, c'est ce que nous, on utilisait tantôt dans HTML. Donc, c'est le Fig Caption. Alors, quand je renseigne le champ légende, je vais renseigner en réalité le champ Fig Caption. Je peux en mettre ou ne pas en mettre. Encore une fois, toutes les images qui sont dans mon texte pour accompagner le texte devraient normalement avoir une légende. Et c'est une bonne chose d'avoir des légendes parce que ça ajoute des mots-clés à vos images. Ça fait en sorte que votre référencement dans les moteurs de recherche va être meilleur. Donc, c'est une façon d'améliorer le référencement dans les moteurs de recherche, de remplir le champ légende comme le champ texte alternatif. Souvenez-vous que les deux doivent être différents, qu'un décrit le contenu et l'autre décrit davantage le contexte et le lien avec le contenu. Okay? Ce n'est pas le même texte qu'on met à l'intérieur. Je reviens à l'exemple des vagues qui cassent sur le rocher et la légende qui disait que la pollution des océans est un phénomène de plus en plus préoccupant. Bien, ça, c'est le lien avec l'article, tandis que les vagues qui cassent sur les rochers, c'est vraiment, ou vagues qui cassent sur les rochers de Carmel en Californie, ça se trouve à être vraiment le texte alternatif. Ça parle autant aux moteurs de recherche qu'aux personnes malvoyantes qui utilisent un lecteur d'écran. Finalement, la description, c'est un champ qui est riche en passant, qui est riche dans le sens qu'on peut mettre du texte en gras, en italique et ainsi de suite. Donc, c'est quasiment comme une petite page web en soi. Et c'est la description complète de l'image. Parce que toutes vos images que vous insérez à l'intérieur du gestionnaire de médias dans WordPress ont une page qui leur est associée. Page qui va souvent être vue par personne, si ce n'est parfois que par les moteurs de recherche. Donc, c'est une bonne chose de renseigner description, de mettre ou d'ajouter des détails, mais ce n'est pas nécessaire tout le temps. Sauf que si vous mettez des détails ou si vous avez des informations, vous pourriez, par exemple, ici mettre des informations sur les droits, sur la provenance de l'image, sur les droits d'auteur, sur la licence d'utilisation et ainsi de suite. Donc, on va offrir plus de détails sur l'image de cette façon-là. On va aller voir maintenant comment ça fonctionne dans WordPress. Et pour les besoins de la cause, je vais utiliser tout simplement mon navigateur avec le site du cours. Donc, je suis dans 412 BEY, qui est le site que moi j'utilise pour le cours pour vous rendre le contenu disponible à travers les articles, les vidéos quand je les rends disponibles et ainsi de suite. Donc, j'ai à travers ça mon gestionnaire de médias ici. Donc, la médiathèque au lieu du gestionnaire de médias, la médiathèque. Et si je clique dessus, ça va m'amener dans la médiathèque juste ici. J'ai un bouton pour ajouter. Puis, vous voyez tout de suite, j'ai je peux me mettre en mode de vision de liste comme ça, où je vais voir les informations avec le nom de l'image, son titre, l'auteur, téléversé sur et ainsi de suite. Donc, je vais avoir les informations à propos de mon image. Ensuite, je peux faire des filtres comme tous les médias, images, vidéos, non attachés ou les miens. Puis ensuite, j'ai toutes les dates. Si je voulais filtrer, je pourrais venir entrer différentes dates. Donc, si je m'intéresse aux images du mois dernier ou il y a 6 mois ou quoi que ce soit, je vais pouvoir filtrer.
Et finalement, ici, j'ai recherché. Donc, si je cherche, par exemple, l'information sur figure, supposons, si je tape figure, à ce moment-là, normalement, je devrais voir apparaître des images qui vont concerner figure. Donc, ici, j'ai figure légende exemple, figure légende style, figure légende, puis insérer une liste des tableaux de figures. Donc, ça vient d'un autre cours, ça ne concerne pas notre cours à nous. Mais l'idée, c'est que la boîte de recherche va me permettre de trouver mes images parce que à la longue, vous allez créer beaucoup d'images dans un site web normalement. Vous allez insérer beaucoup d'images. Puis, à la longue, ça va être important d'être capable de retrouver vos médias rapidement, un peu de la même façon qu'on veut retrouver des images, des articles ou des pages rapidement. Donc, les champs que vous allez renseigner vont être vraiment très importants. Si je m'en viens ici sur « Ajouter », je vais juste cliquer sur mon bouton « Ajouter ». Et il va apparaître une boîte ici, puis je peux faire un glisser-déposer. Donc, déposer vos fichiers pour les téléverser. OK? Ou je peux cliquer sur « Sélectionner des fichiers ». Puis, finalement, j'ai une autre méthode qui consiste à, normalement, c'est pas ici que je vais l'avoir, ça va être dans mon éditeur de bloc. Dans l'éditeur de bloc, je vais avoir la possibilité d'insérer une URL pour pouvoir atteindre une image directement. Marie-Élise, tu avais une question. Oui, ça peut paraître niaiseux, mais je ne sais pas comment refaire pour me reconnecter à mon site WordPress que moi j'ai fait avec ton vidéo. C'est pas niaiseux du tout, c'est super important. Regarde bien, tu vas faire tout simplement ton nom d'utilisateur en premier. Donc, moi, dans mon cas, c'est marc.pourleweb.ca. Et à droite, tu vas faire wp-admin. OK? Donc, quand tu fais wp-admin, ça va t'amener directement sur une page de connexion. Tu vois que je viens de faire l'erreur d'oublier que c'était le devoir 6. Donc, dans mon cas, à moi, ce que je dois faire, parce que mon WordPress n'est pas installé à la racine, il est installé dans devoir au pluriel, devoir 6. OK? Donc, tu vas vraiment rentrer ton nom d'utilisateur, .pourleweb.ca, / devoir au pluriel, / devoir 6, / WP admin. Et je me retrouve sur ma page de connexion qui me demande mon identifiant et mon mot de passe. Donc, ça, c'est ceux que tu as créés quand tu as créé ton compte. OK, merci. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez oublié votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ce que vous pouvez faire, et c'est mon cas à moi d'ailleurs pour le devoir, je peux faire marc.pourleweb.ca, 2.2083 pour accéder à mon cPanel. Et quand je vais arriver sur mon cPanel, oups, je ne veux pas avoir un étudiant, je veux avoir mon compte à moi. Excusez-moi, je vais juste me connecter pour le web. Excusez-moi, ce ne sera pas bien long. Donc, moi, je dois être dans Marc ici. Voilà. Donc, si jamais vous oubliez votre nom d'administrateur, je vous avais donné comme instruction de l'appeler admin votre prénom ou un de votre choix. Donc, si vous avez fait un de votre choix puis vous oubliez votre nom d'utilisateur ou vous avez oublié votre mot de passe pour WordPress, vous pouvez venir dans votre cPanel, vous allez en bas complètement. Pardon. Vous allez en bas complètement et quand vous allez arriver dans Softaculous, dans WordPress, au lieu de faire une installation comme vous avez fait lorsque vous avez fait votre devoir 6, vous descendez un petit peu plus bas, puis ici, vous voyez vos installations de WordPress. Donc, moi, j'en ai deux. J'ai Marc pour le web, puis j'ai mon devoir 6 juste ici. Donc, c'est lui ici qui est mon installation que je voudrais viser en ce moment. Je vais cliquer sur le petit bonhomme admin. Quand je clique sur le petit bonhomme admin, il va automatiquement m'amener dans mon tableau de bord de mon devoir 6 de Marc Gagnon. Alors là, je suis à la même place que vous, parce que j'avais oublié mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Si je voulais, je pourrais aller dans « Utilisateur » ici pour pouvoir créer un nouveau mot de passe à mon utilisateur principal, à mon utilisateur qui est administrateur, pour pouvoir y accéder plus facilement sans avoir besoin de passer par mon cPanel. Donc, voilà en ce qui concerne l'accès à votre site.
Si je m'en viens dans médias ici, justement, dans mon devoir 6, ben, mes médias, en ce moment, j'ai aucun média. Je ne vous avais pas fait insérer d'image. Alors, en ce moment, vous avez probablement une page comme la mienne. Puis, je vais aller juste dans Articles. Puis, on va aller voir, donc, créer un site à une seule page. Alors, ici, je vais faire Modifier. Dans Créer un article à une seule page, je vais cliquer sur Modifier. Et juste en dessous ici de HTML, je vais faire un retour avant CSS. Puis quand je vais faire ma barre oblique, j'ai deux choix possibles. Vous vous rappelez de votre éditeur de bloc. Vous allez soit cliquer sur votre plus ici, ou vous allez utiliser votre barre oblique pour pouvoir insérer une image. Donc, les images, donc si je fais IM, vous allez avoir ici Images, Galerie. Ensuite, on a Instagram, Flickr, Vimeo. Ça, c'est tous des médias qui sont embarqués. Si je voulais, par exemple, publier un post Instagram, amusez-vous avec ça, ça va être super cool. Donc, un post Flickr, un post Instagram, vous pouvez l'intégrer directement. Les posts Twitter aussi, bien sûr. Puis, en ce qui nous concerne, on a médias et texte ici qui est pertinent. Donc, images, galerie, médias et texte. Puis, les médias embarqués, on va les voir un petit peu plus tard. Alors, pour l'instant, je vais juste cliquer sur images. Il m'apparaît un bloc comme ça avec image qui me dit, ben, je peux soit téléverser, je peux soit aller chercher quelque chose dans ma médiathèque ou bien insérer à partir d'une adresse web. Alors, si j'insère à partir d'une adresse web, je vais lui donner l'URL qui existe à l'extérieur, puis il va aller chercher l'image à cet endroit-là. Si je fais téléverser, il va m'ouvrir une fenêtre de navigation et là, je vais devoir, à partir de mon fichier, je vais pouvoir venir tout simplement, moi, je vais aller dans Images, supposons, je vais aller chercher une photo de mon fils en train de garder les buts et je vais avoir tout simplement l'image ici qui va apparaître comme ça, de cette façon-là. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec. Ici, vous avez la modification de l'alignement, donc je peux faire un alignement à gauche, je peux le centrer, je peux aussi le mettre grande largeur ou pleine largeur, donc pleine largeur va vraiment occuper toute la page. Ça peut être fort intéressant dans certains contextes. On va voir dans les semaines à venir de quelle façon on va s'en servir pour faire des beaux bandeaux qui vont être larges. OK? Je peux insérer un lien si je veux que l'image soit liée. Donc, je veux cliquer sur l'image pour aller quelque part. Je peux insérer un lien. Je peux aussi changer le cadrage. Donc, si je voulais m'intéresser à seulement une partie de l'image, je pourrais venir le faire ici. Quand j'ai fini, je vais appliquer ou annuler. Puis, finalement, je pourrais remplacer l'image. Et mes trois petits points ici vont toujours me donner plus de détails par rapport à ça. Ce qui est important par rapport à l'image, c'est que si vous venez à gauche, excusez-moi, à gauche, vous allez avoir les informations sur l'image comme telle et vous allez pouvoir toujours, de la même façon, votre bloc, vous allez pouvoir l'affecter par avec ses différentes les différentes propriétés qui s'appliquent au bloc lui-même. Vous pouvez insérer un texte alternatif ici. Vous avez un alt, mais c'est un alt qui est local à l'image où vous l'avez inséré. Okay? Tandis que l'image dans la médiathèque, normalement, va avoir son vrai texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever pour l'instant. Pour la supprimer, je fais juste retirer le bloc, comme ça. Et je vais l'insérer à nouveau. Je vais faire IM image. Mais cette fois, je vais venir sur téléverser, médiathèque, pardon, au lieu de téléverser. Puis dans ma médiathèque, vous voyez que c'est vide. Donc, il m'offre en ce moment de téléverser ou de consulter ma médiathèque où j'ai mon image. Donc, médiathèque ou téléverser des fichiers. Médiathèque, j'ai l'image de Vincent que j'avais inclus ici. Et les quatre champs dont je vous parlais sont ici à droite. Le texte alternatif, un gardien de but devant son filet. Le titre, il va aller chercher par défaut, il va prendre le nom du fichier. Si vous oubliez de renseigner le titre, il va prendre le nom du fichier. Donc, moi, ici, ce que je voudrais avoir, c'est tout simplement gardien de but, supposons. Gardien de but au hockey. Donc, si jamais je cherche le mot hockey, ça sortirait. Puis la légende, si j'en mets un, encore une fois, bien, sous l'image, quand je l'insère dans les articles, j'aurai la légende, mais j'aurai toujours l'option de l'exclure ou de la laisser là. Donc, ma légende ici, ce serait les techniques de base. Techniques de base de patin sont très importantes pour les
gardien de but débutant. Donc, vous voyez que ma légende ici, c'est différent de la description. Mon texte alternatif, ce n'est pas la même chose. Puis finalement, ma description, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On pourra la voir, mais ici, je vais juste écrire la description de l'image est visible sur sa page média. Voilà. Et quand j'ai terminé tout ça, je peux faire sélectionner. Puis cette fois-ci, je vais voir apparaître en dessous ici, les techniques de patin sont très importantes pour les gardiens de but débutants. OK? Et je me trouve à avoir donc la légende qui est là. Puis dans mon texte alternatif, ici, vous voyez un gardien de but devant son filet. Ces informations-là viennent de la médiathèque. Si j'ai besoin de le faire, je peux les modifier localement. Quand je les modifie localement, ça n'affecte pas l'image dans la médiathèque. Si je veux affecter l'image dans la médiathèque, je dois aller le faire dans la médiathèque. C'est un changement que je fais à la dernière minute. Voyez-le un peu comme les styles dans Word. Donc, le style dans Word, il va avoir un paquet d'attributs qui va s'attribuer au texte. Et ensuite, quand je vais arriver dans une page, localement, je pourrais faire des changements, le mettre en italique, changer la couleur et ainsi de suite. Donc, il y a le style, puis il y a la modification locale. De la même façon, il y a les métadonnées de l'image dans la médiathèque. Puis quand je l'importe dans mon article, je peux changer ces métadonnées-là si j'ai besoin de le faire. Pour les besoins de la cause, ici, je vais juste essayer le grande largeur ou pleine largeur, comme ça, ici. Je vais mettre à jour, puis on va aller voir la page, voir l'article. Et vous voyez ici, dans ce thème-là ou dans cette situation-là, peut-être, il ne prend pas en considération le pleine largeur. Donc, ça va varier selon les thèmes. Alors, il y aura des ajustements à faire de ce côté-là. Donc, ça, c'était pour l'insertion d'une image. Je vais reporter les contenus suivants au prochain cours parce que sinon, je crois qu'on serait parti pour un peu trop longtemps. Donc, au prochain cours, nous devrons... Je vais juste faire un retour au début. Voilà. Donc, au prochain cours, nous reviendrons sur l'insertion et la gestion d'images dans WordPress pour pouvoir la terminer. Puis ensuite, l'insertion d'une vidéo ou de l'audio dans HTML, c'est vraiment pas très long. On va avoir le temps de le faire. La même chose dans WordPress. Pour l'instant, j'attire votre attention sur le cours de vendredi. Il y a juste une dernière chose que je vais aller voir avec vous pour que vous puissiez comprendre l'importance du cours de vendredi parce que ce que vous allez voir dans le cours de vendredi que vous allez faire en asynchrone va être vraiment très de base. Puis au début, ça se peut que ça vous paraisse un peu décourageant de dire « Voyons, je fais des carrés, des cercles, pourquoi je fais ça? » Dans le cours, je vous explique, dans le milieu du cours ou au retour de la pause, je vous montre des exemples d'images qui ont été créées par des étudiants antérieurs. OK? Et dans notre cas à nous, spécifiquement, pour la création de contenu pour le web, je vous montre où c'est utile et ensuite, je vous laisse. Dans notre cours, quand vous êtes sur 412 BEY, puis que vous venez, par exemple, dans... si je viens cliquer sur « Rencontre sur Zoom », toutes les images, tous les articles, pardon, ont une image à la une comme ça. OK? Et l'image à la une, c'est une image spéciale qui vient chapeauter un article ou qui chapeaute une page. C'est aussi une image qui va être dans les résultats de recherche. Si je viens faire une recherche ici et que je tape Zoom, dans mes résultats de recherche, je vais voir les petites images comme ça tout le temps. C'est elles qui vont me servir d'identifiant ou qui vont me servir à identifier l'article ou la page que les gens cherchent. Donc, l'image à la une, elle est très importante. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser PowerPoint, qui est dans notre cours une compétence à développer. Puis, on va utiliser PowerPoint pour pouvoir faire des montages qui vont être intéressants, qui vont nous permettre de créer des images à la une. Comme ça, je vais vous montrer un modèle que j'ai préparé dans lequel il y a une dizaine de modèles, mais vous allez en créer dans votre production finale pour la fin du cours. Vous allez créer des modèles où vos images vont être semblables d'une à l'autre. Ils vont avoir des points en commun. Dans mon cas, à moi, le point en commun, c'est mon visage en flou en arrière, puis le logo Zoom avec la date, le trait. Puis ce qui change tout le temps, évidemment, bien, c'est l'image ou la capture que je viens faire. Donc, selon le thème ou selon ce que je couvre, bien, les images vont être différentes. Si je viens ici et que je fais HTML, vous allez voir que les images qu'on va voir, j'ai malheureusement pas d'image à la une sur tout.
Vous allez voir des images à la une qui vont avoir un aspect différent selon le contexte. J'en ai où je vais utiliser justement CodePen comme ça. Donc, vous avez des images à la une qui ont un look différent. Alors, il est très important d'apprendre à en concevoir. Et comme vous allez apprendre à vous servir de PowerPoint dans le cadre du cours, on va se servir de PowerPoint pour concevoir nos images à la une de façon plus simple que d'utiliser un logiciel comme Photoshop ou Illustrator. En ce qui nous concerne, ça met fin à notre cours pour aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez appris beaucoup. Prenez le temps de pratiquer un petit peu dans CodePen et de vous amuser avec les différents éléments qu'on a vus, avec les images, avec les figures, avec les légendes de figures aussi. Et on va revenir sur les éléments par rapport à WordPress. Allez insérer quelques images dans votre devoir numéro 6 et renseignez les 4 champs pour pouvoir vous familiariser avec le champ texte alternatif, avec le champ description, le champ titre et le champ légende. De cette façon-là, vous allez devenir plus à l'aise avec l'insertion d'images dans votre médiathèque et commencez tout de suite, toujours à l'intérieur de votre devoir 6, à insérer des images à certains endroits. Explorez, s'il vous plaît, l'élément image, l'élément média et texte, ainsi que l'élément galerie si vous avez le temps. L'élément galerie, si vous n'avez pas le temps, mettez votre priorité sur images ainsi que médias et texte. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit mardi prochain. Et d'ici là, vous allez avoir le cours en asynchrone vendredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne semaine tout le monde.